Donc si certaines personnes dans leur communication privée ont envie d'utiliser ces formes de langue, elles ont le droit de le faire. En revanche, dès lors qu'il s'agit de travailler avec le plus grand nombre, on ne peut pas imposer ce qui n'existe pas. En fait, ces pluriels, puisque là, il faut rendre inclusif le « e », qui doit discuter avec elle. Elle reste elle. Toutes celles qui étaient là n'ont pas eu la chance de parler, mais tous étaient d'accord. Celui-là est dur. Tous, c'est le, n'ont pas eu la chance de parler, mais tous étaient d'accord. Il a pris la parole auprès du syndicat des travailleurs. Et elle a pris la parole auprès du syndicat des travailleuses. L'éducatrice de mon enfant dit qu'il a des talents de créateur. L'éducatrice de mon enfante dit qu'elle a des talents de créatrice. Le joueur fait son farceur. Les joueuses font, puisqu'on est obligé de le passer au pluriel, ça est farceuse. En réalité, le premier choc, comme beaucoup de nos concitoyens, ça a été la rencontre avec le point médian. Le point médian marque une césure au sens propre et au sens figuré. Une césure historique parce qu'on cassait, on démantelait les mots et puis on avait des revendications typographiques, véritablement extrêmement visibles. Et cela accompagnait et faisait résonance avec les revendications de visibilité, qui étaient, elles, des revendications symboliques. Et ça a été quelque part ma première rencontre. Elle date probablement d'il y a 7 ou 8 ans, avant le Covid. Il s'agit de l'ensemble des revendications qui portent sur la langue ou sur l'écriture, l'écriture étant une composante de la pratique langagière, et qui visent à marquer de manière visible la part du féminin et du masculin systématiquement, voire de neutraliser la présence du féminin et du masculin. Il faut bien le comprendre. Donc ce sont à la fois des revendications qui sont d'ordre typographique, on parle des lettres, et on parle des signes qui sont utilisés. Ce sont des revendications, le point médian est un exemple, qui ont trait à la grammaire. Par exemple, l'accord de proximité. Au lieu de dire « il et elle sont allés, aller et s », on dira « il et elle sont allés et es » parce que le « elle » est plus proche du participe, par exemple. Ce sont aussi un ensemble de revendications d'ordre sémantique, des changements de mots. Il faut bien comprendre que ces mouvements néo-progressistes considèrent que la représentation prime. S'il subsiste des inégalités, c'est avant tout ou parce qu'il y a des différences dans les représentations. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que vous avez tous les nouveaux super-héros Marvel qui sont dits des minorités, issus de minorités. Parce qu'on considère qu'il faut changer les représentations pour changer la manière dont les individus perçoivent le monde et donc le réel in fine. Or, lorsqu'on impose à un individu d'utiliser une certaine forme de langue, on exerce une oppression sur autrui. La langue n'est pas affaire de choix individuels. Ce n'est pas parce que nous avons des registres langagiers, le registre familier, le registre soutenu, le registre poli, le registre didactique, qu'il n'y a pas de langue commune. Personne n'aurait idée, dans une communication gouvernementale, d'utiliser le registre familier. Personne n'aurait idée, entre amis, d'utiliser un registre courtois. Tout le monde sait reprendre un vocabulaire intelligible par tous. La différence avec l'écriture dite inclusive ou avec la langue dite inclusive, c'est qu'elle est censée s'imposer partout. Puisqu'il s'agit de revendications morales, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de contexte. C'est une nouvelle référence absolue. Voilà une différence très importante avec les registres de langage. Alors, il y a un clivage, véritablement. Tout un champ de recherche s'est développé ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, sous l'impulsion de l'académisme anglo-saxon et notamment américain, celui de la théorie du genre. Et la théorie du genre a irradié le domaine du langage, le domaine de la linguistique. Donc effectivement, certains, d'ailleurs, revendiquent la fin de la neutralité morale dans la recherche. Et leurs modalités d'action, ce sont celles de revendications, notamment liées aux formes inclusives de la langue. En tout cas pour les linguistes ou pour certains chercheurs qui travaillent dans le domaine des sciences humaines. Donc effectivement, on a un clivage relativement franc, mais l'université est un chaudron. C'est un chaudron notamment tenu par l'influence des étudiants, de ceux qui aspirent, et très légitimement, j'en ai fait partie, à changer le monde, et qui pensent que pour changer le monde, il faut changer les conventions. Et c'est que si les conventions antérieures n'ont pas fonctionné, c'est bien qu'il faut les changer. Et donc, un certain nombre de professeurs qui ont pu faire partie de ce qu'on appelle le ventre mou, quelque part, des gens qui ne sont pas des militants, le sont devenus malgré eux, considérant qu'il fallait accompagner le mouvement, que c'était le sens du progrès. Voilà la situation aujourd'hui. En fait, c'est compliqué parce que, en réalité, il en va du contexte. Si vous acceptez d'enseigner dans un établissement qui lui-même pratique l'écriture dite inclusive, vous acceptez son règlement intérieur. Si vous enseignez dans le secteur du privé, il existe une liberté propre
à ces institutions-là. Vous avez comme devoir moral probablement d'expliquer pourquoi on peut s'entendre et être inclusif sans être inclusiviste. Ça, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas empêcher. En revanche, si la convention de votre établissement, et c'est le cas du mien, ne promeut pas ces formes, à ce moment-là, il y a une langue, c'est celle du français. Et celle du français, le français que je vois lorsque j'ouvre le Becherel, le Bled ou le Larousse, ce n'est pas un français émaillé de double flexion, de points médians et de règles exotiques. Et donc, c'est très simple. De la même manière que j'interdirais à un élève d'écrire en sanskrit, je peux tout à fait interdire à un élève d'utiliser des formes exotiques, de manière à maintenir l'égalité entre les étudiants, et notamment lorsqu'ils restituent des travaux, afin de garantir l'intelligibilité et le bon partage. Alors interne et externe sont deux choses très différentes. Interne, en réalité, encore une fois, et comme dans l'enseignement privé, il y a finalement une forme de liberté qu'on doit octroyer aux agents privés. Là où cela devient plus compliqué, c'est aux extrémités, c'est aux alentours, c'est dans l'environnement de l'entreprise. C'est là où l'entreprise, finalement, vient interagir avec autrui. Alors la communication interne, c'est déjà autrui, puisque c'est l'entreprise vis-à-vis de ses employés. Et donc à ce moment-là, le devoir naturel, c'est d'employer une langue que tout le monde peut comprendre. C'est très simple, il n'y a pas de langue dans le monde, de forme langagière, qui aurait des versions multiples et variées. En réalité, les langues se structurent autour d'un corpus, et ce corpus est universellement partagé. Et donc imposer des formes de langues différentes, cela a existé, et ça a été notamment l'apanage des totalitarismes, qui ont empêché, véritablement dans l'histoire, l'emploi de certains termes. Je pense qu'une entreprise n'a pas envie de participer à ce type de revendications politiques, à ce type d'imposition politique. Donc si certaines personnes dans leur communication privée ont envie d'utiliser ces formes de langue, elles ont le droit de le faire. En revanche, dès lors qu'il s'agit de travailler avec le plus grand nombre, on ne peut pas imposer ce qui n'existe pas. Alors en fait, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que cela part d'une bonne intention. Et c'est bien ce qui est difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comportements néfastes socialement qui partent de bonnes intentions. Et qu'il est le devoir d'une société avancée que de savoir dire que la bonne intention doit se solder par une réalisation bonne. Sauf que quand il y a un hiatus entre l'intention et la réalisation, à ce moment-là, il faut intervenir. Les langues qui n'ont pas de forme marquée du genre sexué ne sont pas des langues attachées à des régimes sociaux plus avancés dans l'égalité des droits. Le khmer et le turc, à ce que je sache, n'ont pas les statuts des femmes plus enviables. Mais en fait, l'avenir est déjà là. Il suffit de voir l'affrontement qu'il y a entre les mouvements dits trans et les mouvements du néo-féminisme. Et c'est pour cela qu'on doit retrouver de la raison, de l'apaisement, et qu'on doit ensemble se battre, tous, les universalistes traditionnels, le néo-féminisme, le féminisme, celui qui a prévalu ces 20-30 dernières années, celui qui est indifférenciateur, ensemble pour acquérir, pour atteindre l'égalité des droits. Il reste des zones dans le monde où l'égalité n'existe pas du tout. Mais nous, finalement, dérogeons à nos idéaux parce que nous avons considéré que le domaine du symbolique était plus important que le domaine du réel. Et ça, c'est une thèse dangereuse. Alors je dirais de manière... avec un peu de malignité, de lire Malaise en langue française, puisqu'on a consacré 250 pages avec des experts du sujet. Donc se renseigner, comprendre, et le fait d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà aussi un premier pas. Nous sommes dans une démocratie libre qui cultive et célèbre le débat non contraint. Et donc, revenons-en collectivement à ce qui fonde notre contrat social, la capacité de débattre, de discuter, d'émettre finalement ses réserves. Les mouvements militants qui promeuvent ce type de modification, de réforme, sont des mouvements souvent radicaux. Certains qui les suivent, en revanche, ne le sont pas du tout. Ils le font parce qu'ils sont convaincus qu'effectivement, la finalité est positive. Et j'en suis convaincu également. Le modèle anglo-saxon qui nous est proposé est en échec. Il a 20 ans d'avance sur nous. Il a démontré qu'il ne fonctionnait pas. Personne ne pourrait constater une amélioration de la situation américaine. Et pourtant, les recettes qui sont proposées par le modèle anglo-saxon sont celles qu'on nous propose d'adopter chez nous. Nous avons des outils merveilleux, que sont la laïcité dans le respect de la foi et de la pratique de la foi individuelle et de la spiritualité individuelle, que sont l'universalisme et que sont la rationalité. Continuons à les cultiver, continuons à nous battre ensemble pour nos idéaux.